ce que je vais vous présenter n'est pas entièrement représentatif de la situation française dans son ensemble, mais pour une part est représentatif de l'ensemble, avec des particularités régionales qui sont un sujet de recherche qu'on commence à peine à identifier. Il y a des particularités régionales au niveau de l'évolution des sites et au niveau de l'architecture. Donc, phénomène qui a déjà été observé depuis très longtemps, par exemple à partir de l'étude de la céramique gallo-romaine. Chaque région, voire plus petite région, a des productions spécifiques qui dérivent pour une part d'un pot commun, d'un fond commun, mais avec des personnalisations au fil des siècles. Donc il y a une espèce de pot commun au 1er siècle, et ensuite une diversification régionale à partir des 2e et 3e siècles, et avec de nouveau une espèce de retour vers quelque chose de plus généralisé au 4e siècle. Donc ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas encore, mais ce qui fait l'intérêt d'ailleurs de poursuivre les fouilles, c'est que heureusement on n'a pas encore tout compris. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas, on a eu les 5 minutes, on va peut-être attaquer. Donc, oui. Première vue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, le découpage de l'ancienne Picardie comprenant 3 départements, qui est le fond tramé clair, et dessus, en blanc, les limites d'évêchés, en fait, qui sont censés reprendre les limites de la période romaine. Bon. La continuité est à peu près démontrée, mais vous le savez, bon, c'est pas toujours à 100% exact. Donc il y a des points de flottement, par exemple, comme le secteur de la Tirade. On ne sait pas trop à quelle cité le rattacher. Donc la cité des Ambiens à Amiens, la cité des Viromanduis autour de Saint-Quentin, la cité des Suessionnais autour de Soissons, la cité des Bellovaques autour de Beauvais, les Sulbanectes autour de Senlis, et puis après on quitte la zone picarde. La carte montre les voies principales, les lignes rouges, donc c'est les grandes voies romaines, rectilignes, bien connues, qui ne sont pas toujours tout à fait rectilignes. Ensuite, en pointillé, ce sont des axes qu'on soupçonne de l'époque romaine, mais dont la démonstration n'est pas encore tout à fait établis, et qui sont en général moins rectilignes. Donc ça c'est dans les années à venir qu'on pourra peut-être valider l'hypothèse. Et puis ensuite, les petits points figurent les sites qui sont répertoriés dans la carte archéologique. Donc la carte archéologique, c'est un document d'inventaire des sites, tout le monde voit, là vous êtes mal placé, un peu dans le coin, mais je peux pas, il faut que je vois ma carte aussi, donc je suis désolé, peut-être que non, il n'y a plus de place derrière. Bon, ben voilà, on va faire quand même. Donc les petits points comme ça, tout petits, ce sont des sites, alors, en général des établissements agricoles. Les petits carrés rouges avec un encadrement blanc, ce sont les agglomérations secondaires de différentes tailles. Vous aurez une communication après spécifiquement sur les agglomérations secondaires, donc je n'aborde pas la question, hein, mais il y a un réseau de villes relais ou de bourgs relais ou de villages relais par rapport aux grands chefs-lieux, hein, qui sont les gros carrés, qui sont les capitales de cité. Et ensuite, ça sort pas bien parce que c'est la contraction des fichiers dans le PDF qui fait que la précision des pixels est perdue. Les doubles carrés, donc il y a des doubles carrés, c'est les taches un peu plus rouges, qui sont les sanctuaires. Donc il y a tout un réseau de sanctuaires dans la campagne, certains étant bien sûr associés aux agglomérations, mais d'autres sont isolés au milieu de la campagne et donc constituent un point d'occupation et de rassemblement des populations. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'essentiel de la population, mais ça bon, c'est un phénomène général pour les époques anciennes, l'essentiel de la population vit à la campagne et l'essentiel de la population s'applique à l'agriculture. C'est la source principale de l'économie antique, l'agriculture, production agricole. Et à côté de ça, il y a quelques agglomérations dans lesquelles on trouve des artisans spécialisés, bien que dans les fermes elles-mêmes,
on fasse beaucoup de choses. Hein. On essaye d'arriver à l'autarcie. Donc on produit, on fait des travaux de charpente soi-même, etc. Enfin des choses qui sont d'ailleurs pas tout à fait surprenantes, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, on essayait au maximum de produire en interne et d'acheter le moins de choses possible à l'extérieur. Voilà. Donc la vue suivante, ça c'était pour planter le décor. Donc je vous ai épargné les agglomérations, mais bon, je vous ai mis une belle photo aérienne de Roger Agache, donc, puisque il faut faire un peu toujours d'historiographie, et dans la connaissance des campagnes de la Picardie, on a un prospecteur aérien qui s'appelait Roger Agache, qui était directeur des antiquités préhistoriques de Picardie, qui a porté une contribution majeure par une série de survols répétés pendant une vingtaine d'années, hein, des années 60 aux années 80, qui lui a permis d'acquérir et de révéler, d'acquérir beaucoup de photos, et de révéler au milieu scientifique la densité, la richesse de l'occupation dans les campagnes gallo-romaines. Hein, il faut imaginer, parce que bien sûr c'est un petit peu vieux, qu'on ne savait pratiquement rien avant les années 60 sur l'occupation rurale. On en était encore, si vous avez des vieux manuels, à voir des forêts partout, hein. Il y avait des clairières culturales et autour de vastes forêts qui n'étaient soi-disant défrichées qu'au Moyen-Âge, et des grosses villes, un peu de campagne autour, etc. Les photos aériennes, les prospections aériennes plus exactement de Roger Agache ont révélé qu'il y avait des centaines de sites gallo-romains dans les campagnes, parfois plusieurs par village, ce qui était aussi une remise en question de tout un système d'interprétation, alors là, remontant au XIXe siècle, où le terroir de la commune était soi-disant l'héritier du terroir des grands domaines fundus de l'époque gallo-romaine ou romaine. Donc ça a été un choc par la quantité de vestiges révélés, la densité de l'occupation, et en même temps des plans relativement complets, alors que jusqu'alors les fouilles avaient été très limitées en raison des moyens. On avait 4 ou 5 plans de villas à peu près complets, et ensuite des centaines alors, de petits bouts de plans de villas, de fouilles faites par des sociétés savantes, où on fouillait un petit bout de balnéaire, parce que ça avait des jolies pilettes, et que c'était spectaculaire, ou un petit bout de mosaïque dans un coin, mais ça ne donnait absolument aucune idée de la disposition générale de l'organisation spatiale d'une villa. Donc ça a été une révélation. Et troisième révélation d'Agache, on va y venir un petit peu après, parce que j'ai la question des villas et de l'origine des villas, puisque c'est un peu sur ce sujet que j'ai centré l'exposé, remonte à la période gauloise. Donc aussi, on va faire un petit focus sur la période gauloise rapide, mais c'est absolument incontournable et indispensable quand on aborde ce sujet. Il a révélé aussi des fermes gauloises qui étaient absolument inconnues. Hein. Donc ça a été... On a du mal à imaginer, mais d'ailleurs il est resté très célèbre hein, dans le milieu de l'archéologie, il est encore célèbre à l'international, parce que ça a été extraordinaire en fait. Hein. On a changé complètement la perception qu'on avait de l'occupation du sol à la période gauloise, et à la fin de la période gauloise, et à la période romaine, principalement, puisque l'essentiel des photos, bon il y a quelques photos qui concernent le Moyen-Âge, notamment les travaux de fortification, mais l'essentiel de ces photos, c'est les fermes gallo-romaines, les fermes gauloises, les gallo-romaines. Vue suivante. Donc là, oui, non, j'ai oublié de commenter, alors revenons. Donc c'est une voie romaine, bon, avec la chaussée centrale, des fossés latéraux, enfin des parties en contrebas, et les fossés latéraux qui bordent la voie. Donc celle-là est très jolie parce que, effectivement, vous voyez, c'est un morceau qui a été labouré. Donc là, on voit bien l'organisation de la voie antique. En revanche, là où elle est encore sous un chemin, on ne perçoit pas du tout l'organisation. Bon, et on a le côté rectiligne hein, qui est spectaculaire des voies antiques. Vue suivante, donc voilà. Donc le tableau que je vais faire, on ne va pas d'ailleurs insister sur la densité ou quoi qu'est-ce, est conditionné à l'état des connaissances. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une forte concentration ici, une très forte concentration là, et puis beaucoup moins de choses dans le reste de la région, c'est-à-dire sur l'Aisne et sur le sud de l'Oise. Ça n'est pas représentatif. C'est représentatif
de l'état des connaissances archéologiques, ça n'est pas représentatif de l'état des choses. On peut imaginer qu'il y a autant de sites tout autour, simplement ils n'ont pas été aussi bien documentés, puisque les prospections aériennes faites par Roger Agache et aussi François Bassel, qui a fait plus le secteur de l'Oise, ont été faites, il y a plusieurs conditions d'observation, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais plutôt à l'automne et sur des traces observables dans les labours, les remontées de fondations de craie, etc. Vous verrez des photos après. Et ce type d'anomalie pédologique, en quelque sorte, de sol, n'existe pas dans ces parties-ci. Les vestiges sont d'une autre nature, en particulier il y a des fondations en calcaire qui ne donnent pas ces jolies traces blanches qui permettent d'observer les fondations des villas gallo-romaines. Donc voilà, forte densité, mais en fait qui n'est qu'un échantillon, puisqu'à chaque fois qu'on fait une opération linéaire, les routes, les tracés ferroviaires, etc., on fait des opérations systématiques de prospection avec tranchées, etc., préalables, à chaque fois on augmente, on multiplie le nombre de sites. Donc c'est des milliers, il faut imaginer qu'on a des milliers de sites gallo-romains, ce qui est un problème de gestion, parce qu'effectivement, dès qu'on aménage une grande surface, genre une ZAC, on trouve des vestiges de l'époque gauloise, et il y a à peu près une forte densité aussi de l'époque gauloise ou de l'époque romaine. Voilà. Vue suivante. Donc la carte d'Agache qui a été publiée en 78 ici, qui était une première de toutes sortes. Ça aussi, ce document a beaucoup impressionné les archéologues, parce que c'est la première fois qu'on a une cartographie aussi dense. Tous les petits points rouges, ce sont des points d'observation de vestiges. Alors, selon la nature, il y a une légende ici, bon, on ne peut pas détailler non plus, mais bon, c'est un principe de cartographie, tel type de site, tel symbole. Voilà, les voies romaines, etc. Vue suivante. Bon, donc les fameuses traces blanches dans les labours, en voici un exemple. Donc l'apport des prospections, là je passe en revue un peu les sources de connaissances, donc les prospections aériennes, puisqu'on vient de faire un petit aparté sur Roger Agache. Vous voyez qu'on observe quand même quelque chose de très structurel, avec les bâtiments alors on va en parler après, mais disons qu'on distingue depuis les années 60, 10-80, une partie résidentielle ou pars urbana, qui est le secteur où réside le maître de l'exploitation, et puis une partie agricole, ou pars rustica, bon ça c'est une reprise de la terminologie antique, autour de laquelle s'égrènent les bâtiments d'habitation du personnel et les bâtiments d'exploitation. Bon. Sachant que ces bâtiments sont à peu près standards, vous voyez, c'est des grands rectangles allongés, etc. Et que dans les fouilles, on va voir le deuxième élément d'information, les fouilles, mais je ne pourrais pas non plus rentrer dans les détails. Dans les fouilles, on a souvent, les sols ne sont pas conservés, on a des difficultés d'interprétation de la fonction de ces bâtiments. Vue suivante. Alors, les photos d'Agache sont très précieuses parce que maintenant on a des logiciels qui permettent de redresser les images. Donc ça, c'était pas très utilisable en vue oblique, puisque Agache faisait essentiellement des vues obliques. Mais maintenant, on peut réutiliser, donc il y a une documentation extraordinaire qui n'est pas du tout exploitée, on commence à peine à exploiter. Et on peut redresser les images et donc avoir une vision beaucoup plus précise. Vue suivante. Ce qui permet vous voyez, de faire des plans qui ne sont que des croquis d'interprétation. Il faut s'en méfier puisque vous voyez qu'il y a des pointillés un peu partout, donc il y a bien des éléments qui ne sont pas absolument perçus d'une manière claire et évidente. Donc les seules parties vraiment claires et précises, c'est en noir, le reste en gris. Enfin, il y a une gradation dans l'incertitude. Néanmoins, bon, il faut prendre ça comme des croquis, c'est diachronique, ça reflète un état de site qui a évolué pendant 4 siècles, donc tout n'est pas contemporain, tout n'a pas fonctionné ensemble, mais bon, ça donne une idée, et cette idée est quand même beaucoup plus précise que ce que Roger Agache pouvait faire lui-même, puisqu'il faisait des relevés au sol
avec des moyens un peu primaires, de genre décamètre et autres, sans appel à un géomètre, donc les calculs d'angle, etc., tout ça était un petit peu aléatoire. Et donc on voit quand même que l'idée générale est bonne, mais dans le détail, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas du tout bons. Donc on va retravailler, j'ai déjà commencé à le faire, retravailler sur un certain nombre de sites, et ça change un peu la vision qu'on a des établissements gallo-romains, même si ça ne change pas radicalement les choses. Vue suivante. Donc là, on a aussi les deux parties, je redis, hein, la partie résidentielle ici, avec un mur de séparation, galerie, et la partie agricole ici. Ici, les bâtiments sont quasi jointifs, mais ça, c'est probablement le fruit d'une évolution progressive autour de noyaux construits qui se sont étendus en surface progressivement, de façon à avoir une cour presque fermée. Et avec des extensions. Mais là, ici, nous avons affaire à une très grande villa pour la région Picardie. Vue suivante. Les fouilles. Alors, les fouilles donnent une image bien plus détaillée et complète. Vous verrez des plans un petit peu après. Vous verrez que les plans sont extrêmement complexes. Il y a plein de périodes. On a mis tout ça en couleur. Vous aurez une idée. Donc l'image qu'on obtient à partir de l'archéologie est très très différente et a permis de comprendre un certain nombre de choses sur l'origine, l'évolution, etc. Ce que ne permettait pas de documenter des photos aériennes. Avec les vues aériennes, on a des plans qui paraissent contemporains, entièrement contemporains, qui ne le sont pas, et en plus qui représentent plutôt des établissements tardifs, dans la mesure où ces fondations de craie, là vous les voyez bien, c'est bien blanc. Les fondations de craie sont souvent mises en place, les grosses fondations de craie massives, profondes, etc., qui laissent des traces dans les champs, sont plutôt mises en place dans une période relativement tardive, du genre fin du second et courant du IIIe siècle. Donc les états antérieurs ne sont pas représentés. Donc c'est l'archéologie qui permet de documenter, et vous verrez le plan, là, vous regardez la photo, mais un peu plus loin vous verrez le plan, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses aussi de la période gauloise qui sont apparues sous la villa gallo-romaine. Vue suivante. Maintenant et récemment, la mise à disposition des vues satellites sur un certain nombre de sites tels que Bing, Géoportail, etc. Et on a d'extraordinaires choses, on ne voit pas tout, mais de temps en temps on voit des sites où, voilà, ici vous voyez, c'est assez formidable. On a la partie résidentielle, bien-être, avec un bassin, et puis la partie agricole, qui se développe avec une série de bâtiments. Bon, c'est un ensemble tout à fait, là encore des murs qui vont par ici, quelques chemins, quelque chose comme ça. Donc ça, après, on peut dessiner par-dessus pour corriger les couleurs, etc., voir, comparer, confronter avec les différentes images, puisque sur les sites, ce ne sont pas les mêmes, et éventuellement tirer des petits plans, un peu comme ce que faisait Agache aussi. Donc c'est toute une source, puisque les fouilles, bon, c'est une chose, mais on ne peut pas tout documenter. Et ce site extraordinaire, je pense qu'on n'aura jamais l'occasion d'aller le fouiller, enfin pas bientôt, parce qu'il est complètement au milieu de la campagne, dans le sud de l'Aisne, donc dans un secteur qui restera rural et agricole pendant encore quelques temps. Vue suivante. Alors, une très belle vue et Mareuil pour les établissements, dont je disais que Agache avait fait découvrir au monde les fermes gauloises. Et on a un des plus beaux exemples, par le caractère très structuré, c'est-à-dire l'enclos d'habitat qui est par ici. Bon, là, c'est une route moderne qui coupe tout, ça c'est un petit peu dommage. Et puis ensuite, un enclos périphérique qui vient se greffer dessus, donc un système de double enclos emboîté, donc des enclos de pâturage, etc. La partie résidentielle étant ici, avec les bâtiments et éventuellement des trucs, des silos de stockage ou choses comme ça, des carrières. Enfin là, on a peut-être un silo, c'est très gros. Et puis, sur ce noyau d'habitat, l'exploitation agricole, viennent se greffer, et ça a été aussi une découverte, un réseau parcellaire. Donc, effectivement, à la fin de l'époque gauloise et au début de l'époque romaine, l'usage est de border, pas tous les champs, mais un certain nombre de champs, de fossés
qui sont certainement des fossés de drainage, mais en même temps des limites de propriété. On n'a pas l'idée non plus de la taille des champs à l'intérieur, mais ça donne déjà une idée d'un parcellaire très structuré et qui s'étend sur des hectares et des hectares. C'est très impressionnant les kilomètres de fossés qui ont été creusés dans ces périodes, sur des fossés qui font 1 mètre de profondeur, donc ça fait des mètres cubes et des mètres cubes qui ont été extraits pour créer un cadastre. Et cette organisation spatiale qui s'est mise en place à la fin de l'époque gauloise n'a pas été radicalement bouleversée à l'époque romaine. Donc ça c'est important, parce que partout on vous a peut-être parlé enfin, de la cadastration, etc. Bon, et donc quand on dit cadastration, on traduit tout de suite en centuriation, c'est-à-dire une division régulière du sol. Nous n'avons pas d'exemple dans la région Picardie de division régulière du sol, même si on a des remaniements d'aménagement qui étaient un peu comment dire, pas rectilignes, un peu curvilignes, etc. À l'époque romaine, on recreuse des fossés qui ont plutôt une tendance rectiligne, mais on ne crée pas des divisions régulières du sol. Donc, il y a un remaniement des divisions, donc il y a peut-être eu quand même des remaniements au niveau de l'organisation spatiale des terroirs, mais pas radical. Ça c'est clair, ça n'a pas été radical, sachant qu'il faut toujours relativiser le poids de Rome, hein, c'est quelques administrateurs face à une population essentiellement indigène, donc qui bien sûr a adhéré spontanément à la nouvelle civilisation, qui était la civilisation des nouveaux maîtres, mais la partie qui adhérait le plus volontiers, c'est la partie supérieure de la société, et celle qui est détentrice des grandes villas. On verra un petit peu comment ça s'est traduit, cette évolution. Vue suivante. Donc, le vieux fantasme de on a importé un modèle d'Italie. Les villas, c'est un modèle importé d'Italie. Ça, on le trouve encore dans un certain nombre de manuels. C'est une farce totale. Bon. Donc, ici, on a des plans de villas italiennes. Alors, vous allez dire, vous avez pris autour du Vésuve. Oui, j'ai pris autour du Vésuve parce que c'est là qu'on a les plus beaux exemples. Bien conservés, bien fouillés. Celle-ci est en Étrurie, donc ça, on s'éloigne déjà un petit peu. Vous avez des toutes petites exploitations avec comme caractéristique un plan ramassé, c'est-à-dire que les bâtiments sont bien sûr organisés autour d'une petite cour intérieure. Ça, c'est très classique de l'architecture antique, grecque et romaine. Et les bâtiments sont concentrés, groupés autour avec des étages. Hein. Donc il faut doubler la surface, celui-là on sait parce que par les vestiges qui étaient bien conservés, il y a tout un niveau d'étage. Donc ça fait 2 fois plus de surface en quelque sorte. Mais voilà, et ça c'est pour l'Italie, c'est une exploitation tout à fait raisonnable. C'est une taille moyenne. Bon, ici on a un grand modèle. Donc pour l'Italie, toujours, l'Étrurie, où on a la partie résidentielle, alors comme à Pompéi, hein, la disposition classique de la maison romaine, hein, avec l'impluvium, etc., les pièces autour. Donc on a un corps de bâtiment résidentiel tout à fait classique, et puis à l'arrière on a les bâtiments d'exploitation, ici autour d'une cour d'exploitation. Donc on a bien une partition, c'est pour ça qu'on trouve dans les textes antiques pars urbana, pars rustica, c'est ça, pars urbana, pars rustica. Mais effectivement, ce qu'on qualifie de cette façon pour la Gaule, ce plan que je vais décrire est valable pour toute la Gaule du Nord. Ça, on ne trouve que dans le sud, la frange méditerranéenne, toute la Gaule intérieure, ce qui fait les 3/4 de la Gaule, et jusque bien sûr au Rhin, hein, donc en incluant une partie actuelle de la Belgique, de l'Allemagne, etc. Et la Suisse ne change pas, enfin, dans le même type d'organisation spatiale. La caractéristique d'une villa moyenne, alors donc moyenne, vous voyez d'ailleurs les surfaces bâties, j'ai fait une petite légende, en rouge c'est ce qui est bâti, en jaune c'est ce qui est espace de cour, et en vert c'est ce qui est espace un petit peu périphérique, donc là c'est des vergers, potagers, machin, etc. Espaces de culture qui ont été divisés, etc. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'on a cultivé, bon, là il y a un mur tout à fait intéressant. Donc
comparer les choses, tout ça est à la même échelle, hein, bien entendu, à la même échelle. Vous voyez que la cour de la Villa gallo-romaine, Villa d'Aura, côté dans la Somme, est énorme par rapport à toutes les cours de l'Italie. Donc ça, c'est la première caractéristique. C'était une organisation dispersée, avec des bâtiments non jointifs, autour d'une très vaste... Alors, à quoi servait cette cour? On n'a toujours pas résolu la question, parce que c'est vraiment énorme, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais c'est un espace de... là, il doit y avoir 1 hectare, quoi, qui est comme ça. Et autour, on a des bâtiments. Si on regroupait les surfaces bâties en les cumulant, on n'aurait pas plus de surface bâtie que dans une petite ferme moyenne de l'Italie. Mais on a une organisation spatiale très différente. Et ensuite, un fossé, ça c'est très courant, le fossé d'enclos qui délimite l'espace vers l'extérieur, qui sépare l'espace intérieur et l'espace extérieur. Donc on a une bipartition, en quelque sorte, de l'espace avec un espace central, la cour autour de laquelle se dispersent les bâtiments d'exploitation, la résidence, la maison du chef d'exploitation. Ici, il y a bon, je détaille, il y a un petit balnéaire, c'est un établissement de bain pour les résidents de l'exploitation, avec la petite séquence habituelle, hein, des salles chaudes, salles froides, etc. Enfin, je ne fais pas le tableau, vous connaissez ça par cœur. Et puis ensuite, des bâtiments d'exploitation ici. Trois bâtiments. Là, ici, c'est probablement plutôt des habitations, mais sont très érodés. Ça, c'est une difficulté, vous allez le voir un petit peu après, de nos sites. Les sites sont fort érodés et les sols contemporains de ces occupations n'existent plus. Donc, ça ne simplifie pas l'interprétation. Vue suivante. Donc, comparaison, là je ne vais pas m'étaler, une ferme gauloise, voilà, trouvée dans l'Oise, et le site de Roye que je viens de commenter, avec l'organisation spatiale. Donc genre, là c'est un schéma d'interprétation avec les toitures pour simplifier, disons, et vous observez qu'il y a une mare. Ça c'est un équipement assez fréquent, qui certainement est utilisé pour le bétail, pour abreuver le bétail. Voilà, ici vous avez des carrières, puisqu'on a dû extraire des mètres cubes et des mètres cubes de limon. On est sur un fond limoneux pour construire les murs, puisque, on va le voir après, l'architecture, bien sûr fondation en dur, d'accord, mais élévation en matériaux périssables, et notamment en terre, et probablement, mais malheureusement on n'a pas toujours la possibilité de l'appréhender, probablement en torchis. Hein, c'est apparemment la méthode la plus répandue pour l'architecture en terre dans nos régions. Vue suivante. Une ferme gauloise du 3e siècle avant Jésus-Christ, fin 4e, 3e. Donc on a quelque part, l'idée c'est de montrer les liens dans l'organisation spatiale, puisque je m'intéresse principalement à l'organisation spatiale. Et donc, quelque part, grâce à mes 3 couleurs, vous retrouvez la cour centrale. Alors, c'est dans un ovale, c'est pas du tout comme une villa, mais l'idée de l'organisation spatiale en 3 espaces, un espace d'habitation et de bâtiments d'exploitation ici, une cour complètement vide au milieu, et dans un espace latéral, donc là on ne sait pas trop ce qui s'y passe. En revanche, là on a des zones de stockage sous forme de silos. Le silo étant, j'ai pas de photo, une grande fosse dans le sol qui se referme vers la partie supérieure et dans laquelle on peut stocker des céréales pendant un certain temps, puisque une fois que les gaz se dégagent, les insectes ne peuvent plus vivre, et donc on peut conserver quelques années s'il n'y a pas trop d'humidité. On peut conserver dans le sol de cette façon. Ensuite, à la fin de la période gauloise, donc là on est au 2e, 1er avant, on assiste effectivement à une évolution interne. Donc c'est pas les Romains qui ont amené la ligne droite et l'angle droit, puisque là, bon, c'est pas tout à fait régulier, mais l'idée c'est quand même à peu près un ensemble rectangulaire, avec des curiosités qui sont qu'il y a 2 unités. On a vraiment l'impression d'avoir 2 unités, bon, c'est à l'intérieur, donc c'est pas aussi bien calé, mais on retrouve à peu près la même disposition, hein, toujours 2 espaces, un espace central, un espace latéral, et
un fossé périphérique entourant l'ensemble, et les bâtiments dispersés vers la périphérie de l'enclos. Ils ne sont pas au milieu, il n'y a que celui-là qui est à peu près au milieu. Mais encore, on peut considérer qu'il est la périphérie de cet enclos-là. Bon, vue suivante. Mais s'il vous plaît, Oui. pourquoi est-ce qu'il y a deux cours? Ah ben ça, j'en sais rien. On peut revenir en arrière. Okay. L'interprétation des archéologues, parce qu'il faut toujours bien vous figurer qu'on ne fait qu'interpréter des faits partiels. Donc les interprétations sont pas forcément complètement fondées. L'idée qui a été présentée par les archéologues qui ont fouillé le site, c'est qu'ici, par la richesse des objets trouvés dans les fossés, etc., on avait la maison principale. Et donc ici, on avait plutôt une maison annexe, donc une deuxième maison, une troisième maison. Donc on aurait la résidence du chef d'exploitation en quelque sorte ici, et puis deux maisons qui seraient peut-être des unités familiales, correspondant à deux familles de personnes travaillant sur le domaine, des ouvriers agricoles ou quelque chose de genre. Bon. Le statut, là, c'est très difficile par l'archéologie d'appréhender le statut social des gens et leurs conditions. Ça restera certainement toujours un mystère. Bon. Et au niveau source écrite, il y a très peu sur la Gaule, il y a très peu de choses écrites, donc il y a des tas de points obscurs qui restent obscurs. Le statut de propriété, à l'époque gauloise, on ne connaît pas le statut de propriété. Est-ce que c'est une propriété individuelle? Est-ce que c'est une propriété collective? Est-ce que c'est une propriété de clan, etc. Ce sont des choses qui ne sont absolument pas démontrées et que l'archéologie ne peut pas documenter. Donc par exemple, là, l'idée de ces trois maisons, donc on peut imaginer à partir de ça trois unités de familiales. Imaginez celle-là qu'elle est d'un statut supérieur aux autres parce que le mobilier trouvé en association dans les fossés est d'une qualité un peu supérieure. On s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin, donc bien sûr, par hypothèse, on suppose que la famille qui habitait là avait un peu la main sur le domaine par rapport aux deux autres familles qui étaient certainement plutôt en situation inférieure et de dépendance. Mais quel est le statut de dépendance? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des gens de la même famille, mais d'un statut inférieur parce que le chef de famille est là et puis les autres sont là? Est-ce que ce sont des ouvriers agricoles qui ont un statut d'homme libre? Est-ce que ce sont des esclaves qui sont réduits à peu de choses? Puisque dans la société gauloise, on sait que, comme dans toute société antique, il y a une part d'esclaves, mais pas très importante, mais il y a une part d'esclaves. Donc on peut pas trancher là dans ce. Et puis ensuite, ça c'est plutôt des bâtiments d'annexe. Donc effectivement, pourquoi il y a une partition, etc., avec deux espaces, moi je ne sais pas trop. Là, voilà, ça reste un mystère. En tout cas, d'après les découvertes archéologiques, c'est contemporain. Ça fonctionne ensemble. Voilà. Mais on ne peut pas tout répondre à toutes les questions. Désolé. Vue suivante. Bon, ensuite, la transformation de ces établissements gaulois. Donc, vous avez eu le tableau à peu près. Il y a plusieurs cas de figure. Un cas de figure, c'est une superposition continuité spatiale. Vous avez ici les deux états superposés. Vous voyez donc là, c'est le premier plan archéologique que je présente. Donc vous voyez quand même les choses ne sont pas simples. Il y a des tas de trucs partout, notamment des trous de poteaux, etc. Errants, certains ne sont pas interprétés, pas interprétables, etc. On ne peut d'ailleurs, dans la plupart des vestiges archéologiques, on n'interprète qu'une partie des faits observés. Tout n'est pas interprétable parce que tout n'est pas daté, etc. Bon, en gros, en simplifiant, on a l'organisation gauloise, ici, et en dessous, on a l'organisation gallo-romaine. C'est-à-dire que le grand enclos fossoyé qui délimitait l'espace a continué à délimiter l'espace et a été recreusé et entretenu à l'époque romaine. Absolument aucune transformation dans ce qui constitue l'enveloppe du site. À l'intérieur, on rentre dans le détail, on a quasiment, c'est cerclé ici, un bâtiment gaulois, un bâtiment romain, le violet gaulois, le romain jaune, etc. ici. Et donc on a vraiment l'impression qu'il y a un remplacement du bâtiment gaulois par un bâtiment romain. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de transformations, hormis la création de cet axe
à l'époque romaine, et donc une partition un peu plus structurée de l'établissement. Mais là aussi, vous allez me reposer la question, pourquoi il y a plusieurs parties, ça j'en sais rien. Effectivement, et ce plan, vous le voyez, il n'est pas du tout conforme aux standards, entre guillemets, qu'on a vu avec la Villa Droit, qui est avec une cour avec des bâtiments dispersés régulièrement autour d'un espace central. Ici, on a quand même une cour, mais on a une organisation un peu plus farfelue. Continuité spatiale, continuité relative au niveau du statut du site, puisque à l'époque gauloise, c'est un site de statut supérieur, d'après les spécialistes, par le mobilier rencontré et la présence de métallurgie, etc. À l'époque romaine, c'est une fermette très modeste, une petite, on est même pas dans la villa, on est certainement dans le statut inférieur, ce qu'on appelle, là aussi, si vous posez des questions, qu'est-ce qu'une villa, qu'est-ce qu'une ferme, c'est très subjectif, c'est un vocabulaire totalement flou. En gros, pour résumer, la ferme c'est ce qui est petit, la villa c'est ce qui est gros. Où se place la frontière, c'est difficile. Oui. Juste par rapport au bâtiment, quand vous avez fait la comparaison avec les fermes et les villae gallo-romaines romaines ou italiennes qui étaient ramassées et là beaucoup plus larges, est-ce qu'on a une idée avec le cadastre de la taille des exploitations réelles ou c'est en fait l'exploitation? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée, voilà. Très clair. Bon, non, mais c'est bon, des réponses précises. C'est un grand fantasme des archéologues, mais je ne peux pas tout vous dire en une heure, hein, c'est pas possible, désolé. C'est un grand fantasme des archéologues qui essayent effectivement de calculer le fundus. Le fundus, c'est le terme qui désigne le domaine. Bon. Et alors on fait des machins, la surface des bâtiments, combien de mètres cubes on peut stocker de récolte, donc si on peut stocker tant de mètres cubes, donc il faut tant de champs pour produire tant de mètres cubes, voilà, ou de ce que vous voulez, et on fait des calculs savants, donc si la surface des champs cultivés c'est tant, mais il faut le multiplier par 2 puisqu'on cultive un champ sur 2, etc. C'est une rotation biennale, bon, voire moins encore. Et puis il faut rajouter le saltus, c'est-à-dire il y a un espace forestier autour, et puis peut-être des pâtures, etc. Bon. Et vous additionnez, vous faites ce que vous voulez, et vous faites des jolis articles, vous pouvez en lire si ça vous non, mais quand on voit la densité des sites, voilà, alors la densité des sites, alors je retourne, oui, c'est un argument, c'est une bonne idée. On peut dire qu'on a un site dans nos régions, tous les 20-25 hectares. Petits. Bon. Dedans, le problème c'est qu'il y en a des petits, on va le voir, puis des gros. Et ils n'ont pas tous 25 hectares. Bon, à mon avis, il y a des fermettes, genre fermes familiales, qui sont à 5 ou 10 hectares, et puis il y a des domaines qui sont à 100 hectares. Quoi. Bon, voilà, il y a une disparité. Mais ça, c'est effectivement, vous avez pensé aux parcellaires, tout ça, mais non, on ne peut pas attribuer telle unité foncière à telle... mais c'est un sujet qui préoccupe les archéologues. Ils adorent faire des tas de calculs savants de ce point de vue. Vue suivante. Il faut toujours essayer des hypothèses, après on les démontre. Hein, mais... Donc, la complexité des sites. Alors, la belle photo de Béhan que vous avez vue au début pour illustrer les découvertes archéologiques. Voici le plan interprété avec des jolies couleurs qui correspondent à chaque phase de construction. Comment sont construites ces phases? C'est un petit peu artificiel, commençons tout de suite par dire les choses. On étudie la céramique principalement, les monnaies. On essaye de dater chaque comblement. Attention, on date le comblement et pas le creusement. Toujours compliqué. Un fossé qui reste ouvert 200 ans tripalaire. Vous aurez la date de fermeture du fossé, mais vous n'aurez pas forcément la date d'installation du fossé. Donc c'est toute une réflexion complexe, parce qu'effectivement, pour corriger le tir, on va peut-être avoir des structures associées au fossé qui vont permettre de penser qu'il était là déjà, par exemple, au 1er siècle, alors qu'il a été comblé au 3e. Bon, etc. Je vous épargne le raisonnement archéologique. Toujours est-il que, vous voyez, on arrive à 9 phases en simplifiant, c'est-à-dire on groupe des choses en disant ça, telle période à telle année à telle année, enfin, sur des champs. Donc vous voyez là, l'Athènes augustéen, donc 120 j'ai essayé de dater, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut prendre ça avec une
relative méfiance, mais bon, c'est de l'interprétation, on est dans l'interprétation. Mais tout ça pour vous montrer que ça se superpose d'une manière assez complexe. Donc à fouiller, ça n'est pas simple. Il faut trier. Et ensuite, après, on fait des plans phasés, ce qu'on appelle des plans phasés. D'ailleurs, on essaye d'extraire ce qui correspond à une époque, là aussi c'est de l'interprétation, et de voir comment évolue progressivement cet établissement. Donc ici, vous avez un petit enclos gaulois qui se situe par ici, en fait, hein, c'est le rose ici. Bon, je ne vais pas vous faire tous les étages, je vous rassure. Après, il y a un deuxième enclos gaulois qui vient ici, qui est un petit peu plus grand, voilà. Et puis ensuite, on a une transformation donc vers quelque chose de plus régulier, où là on commence, donc jusque-là on est vraiment dans la tradition indigène, et par ici, c'est-à-dire vers Claude je sais pas quoi, 1er siècle après, on a quelque chose qui commence à annoncer le plan d'une villa gallo-romaine. Voilà. Au lieu de l'appeler la villa gallo-romaine que romaine, parce que ça évite les confusions. Ce que vous n'avez pas, vous voyez les espaces intérieurs, vous allez me dire, mais où sont les bâtiments? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que, je vous parlais de l'arasement, ces sites sont très arasés, donc survivent les structures profondes que sont les fossés, parce que les fossés descendent bas, donc ça, ils n'ont pas été arasés par l'agriculture. En revanche, tout ce qui est un petit peu superficiel a été détruit. Donc, une partie des bâtiments devait être sur des poteaux plantés, c'est la méthode la plus courante à l'époque. Une autre partie, alors c'est encore pire, éventuellement sur des sablières posées sur le sol, alors là il n'y a aucune trace, et même poteaux plantés, les poteaux ont disparu. Donc on ne peut pas vous donner la disposition des bâtiments à l'intérieur de cet enclos. Oui. Pour le 1er siècle, est-ce que vous avez des écritures, quelles qu'elles soient, qui pourraient montrer une installation de romans, justement, les colons romans, genre les vieux vétérans, voilà. Les vétérans, tout ça, rien. Rien. Vous n'avez pas grand-chose finalement par les fossés. Voilà, à part des fossés, on n'a pas grand-chose. C'est pour ça qu'on fait de l'archéologie, c'est parce qu'il n'y a pas de texte. Ça remplace agréablement les textes qui manquent. Non, effectivement, mais il y a plein de... Effectivement, l'archéologie, je rebondis là-dessus pour dire que l'archéologie ne montre qu'une partie des choses. Il y a des tas d'informations qu'on ne pourra jamais avoir parce qu'on n'a pas les textes. C'est clair. Le statut social des gens, on n'en sait rien. Le statut de propriété, on n'en sait rien. La taille des exploitations, on n'en sait rien. Et l'origine de ces individus, elle est très difficile à déterminer. La seule trace qu'ils ont laissée tangible de leur vie, à part les bâtiments qu'ils ont construits, mais est-ce qu'on peut donner la nationalité de quelqu'un à partir de la forme de la maison qu'il construit? Je ne suis pas absolument sûr. Donc après, c'est les pratiques funéraires. Oui, et les pratiques funéraires ne montrent pas spécialement... Bon, c'est très curieux, il y a une très grosse... C'est dans les pratiques funéraires qu'on voit les plus importantes évolutions au tournant de post-conquête des Jules Ier. Bon. Il y a une adoption très rapide par les populations locales, puisque l'essentiel c'est les populations locales, de coutumes importées de l'Italie. Ça c'est curieux, ils ont imité très vite. Et donc de ce fait-là, on ne peut pas dire si ce sont des gens extérieurs ou des gens du cru, puisque ça a évolué dans le sens de quelque chose de proche, plus proche de ce qui se faisait en Italie. Donc là, même à partir des sépultures, bon, la plupart en plus sont, on n'est pas assez avancé dans les recherches pour au niveau ADN, etc. Bon, la plupart sont des incinérations, donc en plus les restes osseux sont très difficiles. Enfin, on a des fragments, des petits fragments. On peut arriver à déterminer le sexe, l'âge à peu près, une fourchette d'âge, adulte, jeune, machin. Au-delà, non, on s'arrête là. C'est à peu près et souvent, dans les incinérations, il reste, même le sexe, l'âge, il y a peut-être une moitié qui reste indéterminée, parce qu'il n'y a pas assez de vestiges osseux. Pourquoi? Vous me dites l'heure aussi, parce que je ne surveille pas. Vous dire, en fait, il reste vraiment beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Non, très peu de temps, parce qu'il faut qu'on fasse le roulement. D'accord. 1 minute. 1 minute, bon, alors... C'est à 10 heures la prochaine. Oui, c'est à 10 heures, il faut que les moins le quart. vous rejoigniez. D'accord. Il faut 15 minutes pour...
Bah, il y a franchir des quelques détails mètres. techniques à gérer, monsieur, oui. Voilà. C'est juste pas votre départ. On change de Oui, lieu. c'est oui, c'est bien. Donc voilà, on va passer à la vue suivante. Ah ouais, ça c'est mal. Donc, je saute, parce qu'on n'a pas le temps. L'évolution, donc voilà, la tendance qui est assez répétitive, c'est le passage d'une petite surface à l'époque gauloise. Donc les fermes gauloises, il y en a des grandes, mais beaucoup sont des petits établissements de 1000 à 4000 m². Ça, c'est assez représentatif de l'époque gauloise. Et en revanche, quand on va vers l'époque romaine, on a plutôt des établissements un peu plus grands. Bon, vue suivante. On saute. On saute. On saute. On saute. Voilà. On arrive aux villas du Haut-Empire, parce que c'était un peu le sujet du truc. Donc une belle vue aérienne avec une jolie photo. Hein, voilà. On y va, la suivante. Donc on saute. Donc voilà, là je vous disais la diversité des tailles des établissements. Donc vous avez tout ça est à la même échelle, de la petite exploitation familiale ici à la très grande villa palatiale, résidentielle, avec des trucs et dans les très grandes villas, les cas exceptionnels de plans de type italien, hein, avec une cour centrale, etc. et des bâtiments. Donc là on a vraiment un modèle quasiment importé de l'Italie pour la partie résidentielle, hein, je le précise. Et voilà à peu près, donc la bipartition, très souvent en orange foncé, la parse urbana, en jaune pâle, la parse rustica, la même disposition, donc je ne rentre pas dans le détail, vous savez déjà. Vue suivante. Donc l'échelle de taille, donc je reprends mon petit truc sur les grandes villas et villas moyennes, voilà un petit peu un essai mais personnel à moi, d'appellation, hein, donc la petite ferme, la grande ferme ou petite villa, la villa moyenne, la grande villa et la très grande villa. Voilà. Mais tout ça est entré avec des frontières un peu floues. Vue suivante. Ce qui était, si, revu en retourne en arrière, ce qui est important, c'est ça, c'est que ces établissements-là, ces deux-là, représentent à peu près 9/10 des établissements. Hein, le reste, ces grandes villas sont rares. 1/10. Vue suivante. Donc ça, je vous épargne, c'est l'architecture qui change. Les maisons sur coups de poteau, et ensuite remplacées par des maisons à fondation de pierre, avec une évolution, je parlais d'évolution progressive. Donc vous avez effectivement la surface par reconstruction successive d'ailes qui s'ajoute sur le noyau central, une extension, donc on passe d'un bâtiment initial d'environ 100 m², très simple à 3 pièces, à un bâtiment beaucoup plus complexe de 500 m². Ça c'est très courant, c'est un exemple mais il y en a plein. Vue suivante. Les photos aériennes d'Agache, bon bah c'est des plans de résidence, voilà, vue suivante. Des plans de résidence, l'idée générale, un bâtiment rectangulaire, une galerie façade, c'est-à-dire un espace de circulation en façade qui est souvent avec une colonnade et ça qui donne une allure un peu romaine, et parfois des petits pavillons d'angle qui sont des petites tourelles, là, des petites pièces, etc. Voilà. Donc vous voyez qu'on part du modèle très simple à 3 pièces pour arriver au modèle compliqué ici, mais c'est le même schéma général sur lequel il y a de l'enrichissement en quelque sorte. Vue suivante. C'est marrant, un peu déformé. Bon, c'est une vue un peu idyllique d'une villa, donc la résidence, oui, il y a une question d'échelle qui ne va pas, elle est écrasée. Et le balnéaire, c'est roi, hein, que vous avez vu, les bâtiments d'exploitation, le bâtiment tour-porche, la partie résidentielle, la partie d'exploitation, la mare, les bâtiments d'exploitation, etc. Et une clôture qu'on peut imaginer avec quelques arbres qui constituent une haie. Vue suivante. L'évolution, voilà, on saute. Il y a des différences régionales, c'est un sujet de recherche en plein. C'est ce qui intéresse les archéologues à l'heure actuelle, c'est de voir justement cette différence à l'intérieur même d'une région. Donc grâce à l'élargissement à la grande région, on va pouvoir accroître les comparaisons. Une autre image de villa, je ne commande pas, vue suivante. Donc les petits établissements, où on peut parler d'un rythme décalé effectivement entre les grands établissements qui sont plutôt romanisés, où le propriétaire adopte plus volontiers et très tôt
les influences architecturales de Rome. Donc vous voyez que l'organisation spatiale reste dans la tradition gauloise. En revanche, l'architecture des bâtiments n'est plus celle des bâtiments gaulois, elle est abandonnée progressivement au profit d'une architecture inspirée par Rome. Dans les petits établissements un petit peu reculés et plus modestes, ce changement architectural est plus tardif. Donc il y a bien un décalage culturel entre les élites, entre guillemets, qui ont plutôt adopté la civilisation romaine, mais qui s'est transformée en civilisation gallo-romaine, et les campagnards, disons, qui ont mis un peu plus de temps, puisque là on a quelque chose qui ressemble quand même, qui est bien influencé par Rome, encore avec des traditions architecturales de l'Athènes, mais il y a une espèce de mix, et ça on est au IIe siècle, donc beaucoup plus, un siècle plus tard que dans les grandes villas. Donc, voilà, ça c'est des sujets de recherche. Vue suivante. La fin des villas, on va passer en vitesse simplement. Tout ce système que vous avez vu se met en place avec changement. Il y a un tas de trucs compliqués, mais en gros, il y a un paysage qui est à peu près fixé au 1er siècle. Ensuite, il n'y a plus tellement de création. Au contraire, il y a plutôt quelques abandons, mais peu. Et puis, la grande phase d'abandon, c'est le 4e siècle. Il faut donc, c'est pour relativiser le fameux 3e siècle, les grandes invasions, machin. Dans les campagnes, les villes sont impactées, mais pour des raisons autres. Dans les campagnes, il n'y a pas d'impact net et visible. On reste dans un système et les changements qui sont observés, la diminution du nombre de sites, etc., est plutôt lié à une évolution interne, économique interne, avec un phénomène de concentration des propriétés et non pas un phénomène de destruction par les barbares. En revanche, à partir du seconde moitié du IVe siècle, on peut considérer qu'il y a vraiment un déclin, alors là, certainement lié à une dépopulation, un phénomène de dépeuplement, présence de germains, etc. Ça, c'est des phénomènes qui sont à expliquer. Et tout le système s'effondre complètement au tournant du 5e siècle. Il y a très peu de sites gallo-romains qui sont encore habités au 5e, 6e siècle. Les conflits régiennes. Et ça dépend des secteurs, c'est-à-dire dans la Somme, c'est quasiment aucun. Si on va vers le sud de la région, dans la vallée de l'Aisne ou des choses comme ça, il y a un petit peu plus de sites qui survivent. On est obligé d'arrêter, je suis désolée. Voilà, mais ça tombe bien. Donc, si vous voulez vous instruire, vous pouvez consulter tout ça. Là, il y a un numéro spécial de la revue Archéologie de Picardie qui sera certainement en vente bientôt, en tout cas samedi. Vous avez un bilan de tout ce qui a été trouvé de toute période. Ensuite, si vous préférez vous incruster sur l'occupation rurale, vous avez ce catalogue là qui se trouve au musée de Vandeuil-Capli, musée archéologique de Vandeuil-Capli, et avec, c'est autour d'Agache, mais il y a toute une présentation, ce que je vous ai raconté là, vous trouvez à peu près aisément. Et ça, vous aurez aussi samedi la possibilité de vous procurer gracieusement des plaquettes qui sont éditées par le service régional d'archéologie. Et puis, si vous avez une curiosité plus généraliste, vous avez ce petit livre là qui est pas mal fait sur les découvertes archéologiques depuis la préhistoire jusqu'à nos jours pour la Picardie. Voilà, je vous remercie. Merci.